Qu'est-ce que tu cherches ? On a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais de quoi parle-t-on ? D'un atome ? D'un enfant ? Du petit prince ? Perdu. On va s'intéresser aujourd'hui aux ciliés. Ces micro-organismes constitués d'une seule cellule, garnis d'une multitude de cils et absolument invisibles à l'œil nu. Les ciliés ont la particularité de s'adapter avec une ingéniosité époustouflante aux évolutions de leur milieu. Ils savent s'accommoder des pollutions comme des évolutions de température et sont donc des témoins privilégiés du dérèglement climatique que nous traversons. Et ce sont ces micro-organismes que la chercheuse CNRS Delphine Legrand a adopté. Nous la recevons aujourd'hui dans Qu'est-ce que tu cherches ? Bonjour Delphine Legrand. Bonjour. Delphine, tu es biologiste de formation, tu t'intéresses à l'évolution des espèces et tu travailles à la station d'écologie théorique et expérimentale à Moulis, un petit village au cœur de l'Ariège. Dans cette station, on étudie les effets des changements climatiques sur les écosystèmes et la biodiversité et voici ce qu'on peut y entendre. Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend dans cet extrait sonore ? Alors, dans cet extrait, on entend une machine qui nous sert à contrôler la qualité de l'ADN. Il faut savoir que dans pas mal de nos expériences, on travaille sur l'ADN. Et donc, cette machine, une fois qu'on a effectué des expérimentations en labo pour extraire l'ADN des cellules sur lesquelles je travaille, on utilise cette machine pour contrôler la qualité avant de l'envoyer à des plateformes de séquençage à l'extérieur de la station de Moulis qui vont nous permettre de récupérer les résultats en fait, de l'analyse de ces génomes, donc de cet ADN. Alors, il va falloir nous expliquer tout ça. Est-ce que, en tout cas, c'est ce type d'expérience que tu réalises actuellement ? Ouais, c'est ce type d'expérience que je réalise. Donc, en gros, je fais des expériences de laboratoire, donc en microcosme, on appelle ça, donc des dispositifs de laboratoire dans lesquels on peut mettre des micro-organismes, on peut reproduire des petits bouts de la nature en fait en laboratoire. Donc je fais des expériences où je mesure tout un tas de facteurs sur les cellules et en parallèle de ces expériences, je récupère l'ADN des cellules que j'ai utilisées et j'étudie leur génome dans ces expériences. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer le génome ? Le génome. Alors, le génome, donc, c'est l'ensemble de l'ADN d'un organisme et c'est comme un livre avec toutes les informations, en fait, qui permettent l'expression de tous les traits qui nous composent, en fait. C'est le génome qui va porter l'information sur la couleur des yeux, une partie de la taille des individus, tous les traits qui nous composent. Mais ce génome, il n'est pas seul, il s'exprime, en fait, ces phrases, en fait, dans le génome, sont dépendantes aussi de l'environnement extérieur. Et donc, on est la résultante de ces phrases écrites dans chacune de nos cellules et de la façon dont elles sont lues par rapport à l'environnement, en fait. Pourquoi est-ce que tu as choisi les ciliés ? Donc, je le disais, ces organismes vivants, unicellulaires, qu'on appelle aussi protistes, et qui ont la particularité d'être recouverts de cils. Alors, en fait, j'ai choisi premièrement des micro-organismes parce que je travaille donc sur la réponse des organismes au changement de l'environnement. Et l'avantage des micro-organismes, c'est qu'ils ont un temps de génération très court. Donc, on peut, en des pas de temps raisonnables au laboratoire, étudier un grand nombre de générations, donc avoir l'impact des changements environnementaux sur ces organismes qui se multiplient en fait très très vite. Et en parallèle, les ciliés ont une architecture génomique, ont un génome un petit peu particulier qui leur permet de s'adapter spécialement vite au changement de l'environnement. Et également, les ciliés, en fait, sont un composant majeur des écosystèmes, en particulier aquatiques, donc ceux sur lesquels je travaille, aquatiques d'eau douce, parce que ils mangent des bactéries, sont eux-mêmes mangés par des organismes un petit peu plus gros, et donc ils participent à l'équilibre de ces écosystèmes, et donc ils sont un maillon majeur des écosystèmes sur lesquels je travaille. Alors, ces ciliés, tu les as soumis à des polluants. De quelles armes disposent-ils pour se défendre ? Alors, ces ciliés, donc comme tous les organismes, ils disposent d'armes qui leur permettent de se défendre à très court terme.
C'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. C'est un nom un peu barbare qui regroupe tous les changements dans l'expression des traits, donc la taille, la forme, la vitesse de nage, le comportement en fait des cellules, mais qui s'effectue sans modification dans l'ADN, donc qui s'effectue à très très court terme. Donc par exemple, si je suis exposée à une température plus chaude, je vais modifier ma vitesse de nage pour fuir ces températures. Donc ça, c'est le premier mécanisme sur lequel je travaille. Et en parallèle, je travaille aussi sur des mécanismes sur le plus long terme, qui vont être justement des changements dans l'ADN, qui vont permettre aux organismes de maintenir des adaptations en fait à travers les générations sur des temps un petit peu plus longs. Ça veut dire qu'on s'adapte finalement, quel que soit le polluant auquel on est soumis. Alors ça, c'est la question, c'est une des questions majoritaires du projet. Je pense que la réponse, elle est facile à avoir, c'est non. On peut pas, les organismes n'ont probablement pas la faculté de s'adapter à tout, et en particulier à tous les niveaux de polluants auxquels ils peuvent être confrontés. Mais justement, une des questions du projet, c'est d'essayer de voir jusqu'à quelle dose de polluants les organismes peuvent s'adapter. Est-ce qu'ils utilisent des mécanismes sur le court terme qui sont souvent beaucoup plus coûteux en termes d'énergie pour l'organisme que des mécanismes sur le long terme? Ou est-ce que finalement, les capacités d'adaptation vont être plus limitées que ce qu'on imagine ou plus importantes que ce qu'on imagine? Voilà, ça fait partie des questions qui sont posées. À ce stade, qu'est-ce que tu as appris? Alors, qu'est-ce que j'ai appris à ce stade? Donc, faut savoir que je travaille sur pas seulement l'effet de la pollution, mais la combinaison de la présence d'un polluant chimique et de changement de température, donc ce qu'on appelle des études multistress. Et ces études multistress, j'essaye de les mener sur différentes lignées, donc différents génomes, on va dire, de l'espèce de cilié sur laquelle je travaille, en essayant de voir justement s'il peut y avoir une variabilité de réponse à l'intérieur d'une même espèce qui est exposée au même multistress. Et là, pour l'instant, dans le cadre du projet, on commence à avoir une bonne idée de ce qui se passe sur le court terme. Donc, on observe en fait une grande variété de réponses donc plastiques, donc en rapport avec la plasticité phénotypique dont je parlais juste avant. Donc, une grande variabilité de réponses entre différents génomes d'individus qui appartiennent à une même espèce. Et même si ça peut paraître un peu trivial, c'est vrai que dans les domaines de l'écotoxicologie ou de la réponse au stress d'une façon générale, on a tendance un peu à caricaturer les réponses au sein d'une espèce et à oublier un petit peu qu'il y a toute une variété de réponses qui peuvent émerger, et c'est ce qu'on observe. Et que ces réponses, elles sont modulées en fonction du génome des cellules sur lesquelles on travaille, mais également en fonction des différents stress appliqués. La capacité à s'adapter, par exemple, à la pollution par le cuivre, elle va dépendre de la température extérieure. Donc c'est un peu ce qu'on mesure dans le projet, et c'est les premiers résultats qui sortent, c'est ça. Ça veut dire que soumis au même stress, certains s'adaptent et d'autres pas? Exactement. Ça veut dire que soumis au même stress, en fonction de l'histoire évolutive, de tout ce que les organismes ont déjà expérimenté par le passé, on peut avoir des réponses différentes, en fonction aussi des coûts énergétiques qu'il peut y avoir, qui peuvent être perçus et exprimés différemment aussi à l'intérieur d'une même espèce. Oui, il va y avoir des réponses un petit peu différentes. Delphine, comment est-ce que tu es arrivée à ce projet baptisé Polluclim? Tu t'es toujours intéressée aux évolutions génétiques et à l'écologie? Alors ça, oui. Depuis ma thèse et pendant les postdocs, ça a toujours été un peu un fil rouge. Maintenant, arriver au projet Polluclim, ça a été un long chemin parce que j'ai travaillé sur beaucoup d'organismes assez différents, sur des thématiques en évolution un petit peu différentes. Et en fait, je pense que ce projet, il a émergé du fait que j'étais un peu frustrée de voir que on a toujours tendance un peu à résumer les patrons biologiques un peu simplement, en oubliant que l'environnement est composé d'une multitude de facteurs, qu'à l'intérieur d'une espèce, comme je disais, il y a une multitude d'individus qui portent une histoire et des génomes différents, et que donc on a peut-être besoin, quand on travaille sur l'adaptabilité, donc la capacité à s'adapter aux changements environnementaux, d'intégrer au moins une petite partie de cette complexité. Je dis une petite partie parce que travailler sur 2 facteurs, pollution et augmentation de la température sur quelques lignées d'une espèce, ça reste un résumé très grossier de la variabilité qui existe en réalité dans la nature, quoi. Donc voilà.
Les chercheurs que tu as croisés sur ton chemin ont beaucoup marqué tes travaux et ta carrière, depuis ton doctorat jusqu'à ton arrivée à Moulis, à la 7, où tu as rencontré son fondateur Jean Claubert. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? J'ai fait un doctorat en région parisienne avec 2 encadrants qui ont vraiment marqué pour moi ma carrière, qui sont Marie-Louise Cariou et Daniel Lachaise. Et en fait, dès mon doctorat, j'ai été bercée dans des approches interdisciplinaires où l'une de mes encadrantes était une évolutionniste moléculaire et l'autre était un écologue très attaché aux thématiques évolutives. Et donc, ça m'a permis, en fait, dès ma thèse, donc je travaillais sur les drosophiles à l'époque et sur leur histoire évolutive, pas de surprise. Les drosophiles, c'est quoi ? Les drosophiles, oui, pardon, ce sont des petites mouches qui traumatisent tous les étudiants de biologie en TP, donc qui sont c'est un insecte, un organisme modèle justement en biologie de l'évolution parce que il a un temps de génération assez court avec des grandes tailles de population, etc. Donc moi, je travaillais sur différentes espèces de drosophiles. Et donc voilà, ces 2 personnes ont vraiment marqué ma jeune carrière à l'époque, en tout cas, parce qu'ils m'ont appris justement à essayer de voir plus large que l'évolution ou que la génomique, donc l'étude de l'ADN, ou que l'écologie, mais en essayant d'avoir cette vision transverse que j'essaye de continuer à appliquer aujourd'hui. Et Jean Claubert, en quoi t'a-t-il marqué ? Alors, Jean Claubert, donc faut savoir après mon doctorat en région parisienne, j'ai basculé sur des post-doctorats avec un autre chercheur qui a marqué ma carrière, qui est Michel Baguette. Et j'ai travaillé à ce moment-là sur un peu plus en écologie, sur la dynamique des populations de papillons, donc la façon dont ils bougent dans l'espace, l'impact sur l'expression de leurs traits, etc. Enfin voilà, un peu plus en écologie, mais un peu toujours ce petit fil conducteur. Et donc, j'étais en région parisienne et ce postdoc, il devait être, on va dire, à 80% en région parisienne et à 20% à la station de Moulis, que Jean Claubert venait juste de reprendre en main, en fait, pour lui donner un petit coup de jeune au niveau des thématiques. Et donc, du coup, je suis arrivée pour faire mes premières expériences à Moulis. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec Jean. Il m'a présenté la station et sa passion pour la science et pour l'écologie. Et voilà, je pense qu'il a été aussi important dans ma décision de finalement passer plutôt 80% de mon temps à Moulis et 20% de mon temps en région parisienne, qui s'est traduit très rapidement en 100% de mon temps à Moulis, parce que quand on arrive dans cette belle région en Ariège, on a du mal à en repartir en fait. Donc voilà. J'imagine que tu as vécu plein de choses différentes dans ta vie de chercheuse. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager ? Oui, justement, à l'époque où je travaillais sur les papillons, justement avec Michel Baguette, on était sur le terrain en Belgique et donc on passait nos journées à capturer des papillons pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui expliquait leur distribution dans l'espace. Et puis avec Michel et d'autres postdocs qui étaient là avec moi sur ce projet, on réfléchissait aux raisons pour lesquelles on avait une différence de couleur entre les femelles de l'espèce sur laquelle on travaillait. Et puis, on s'est retrouvés le soir autour d'un repas à discuter de ça et à réfléchir aux hypothèses possibles. Et puis, en l'espace de 2 heures, grâce à ces discussions, on a émis plein d'hypothèses qu'on s'est dit, mais il faudrait qu'on les teste absolument tant qu'on est sur le terrain. Donc, on s'est retrouvés à imprimer des leurres de papillons de différentes couleurs et à aller les agrafer sur des feuilles à 11h ou minuit le soir pour pouvoir faire les observations le lendemain. Donc, c'est aussi un peu ça, la science, finalement. On discute, c'est collaboratif et on se met à avoir quelques idées sur le tard. Et puis, on s'empresse d'aller les tester, en fait, chose qui n'était pas du tout prévue. Donc voilà, on s'est retrouvés dans les plaines ardennaises à minuit, à la lumière des téléphones portables et de petites lampes électriques qui éclairaient pas beaucoup au milieu des sangliers à agrafer ces leurres de papillons. Donc voilà, j'en profite, si jamais ça passe, pour remercier Camille et Victoria qui étaient là à ce moment-là, avec qui j'ai passé un très bon moment. Voilà. On imagine. Et est-ce que vous avez eu la réponse finalement à vos questions ? Oui, on a eu la réponse à nos questions. Ça, c'est un projet passé. Et voilà, sur ce projet spécifiquement, on a établi qu'il y avait différentes raisons qui s'entremêlaient, qui expliquaient les variations de couleur chez les femelles de cette espèce de papillon. En particulier, la pression de prédation, mais aussi
le fait qu'elle copie la couleur des mâles en fonction des stratégies et voilà, le fait qu'il y a différentes sensibilités des différents morphes, on appelle ça des morphes de couleurs, à certains paramètres environnementaux, et c'est en particulier d'avoir travaillé sur ces leurres de papillons pour nous aider à comprendre la prédation qui a permis de répondre à ces questions en fait. Le projet sur lequel tu travailles, Polluclim, va se terminer en 2024, fin 2024. Est-ce que tu imagines déjà la suite de ton travail ? Alors, pas tout à fait, parce que le projet se termine fin 2024, mais ce projet est un peu particulier parce qu'il est constitué d'expériences à court terme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi d'expériences à plus long terme. Je fais de l'évolution expérimentale en laboratoire, donc j'expose pendant très longtemps, en tout cas quelques mois presque une année, en fait, mes micro-organismes aux différents stress dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces expériences, elles viennent juste de finir. Et donc, il va me falloir quand même un petit temps pour intégrer, analyser les résultats, réfléchir à leurs implications. Donc, aujourd'hui, c'est difficile pour moi de dire quelle va être la suite vraiment très établie au projet Polluclim, parce que j'ai encore besoin d'analyser tous les résultats. Maintenant, la seule chose que je sais, c'est que par la suite, j'essaierai de continuer à travailler sur ce triptyque écologie, évolution, génomique. Même si je suis biologiste évolutive de formation, voilà, je pense que c'est important d'avoir ces approches transverses. Et c'est ça finalement, le temps de la science. C'est un temps long et il faut savoir faire des étapes, faire des bilans et s'arrêter à certains moments avant de se projeter. Merci Delphine Legrand de nous avoir fait partager ta passion pour l'infiniment petit et tout ce que les micro-organismes nous enseignent. Il est le temps de refermer cette émission. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. On peut en retrouver tous les épisodes sur les applications de podcast. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!